on essaie de remettre au goût du jour, si je puis dire, par le biais notamment d'une pratique qui s'appelle la naturopathie et apporte une vision générale du bon sens. Donc, moi, la naturopathie, au début, je ne connaissais pas, hein. Ce qui m'a aidé à aller mieux, c'est notamment la sophrologie et l'aromathérapie. Et je me suis dit, mais c'est tellement passionnant, ça m'a ouvert des portes. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas un métier qui regroupe toutes ces pratiques à la fois de bon sens, ancestrales, thérapeutiques, scientifiques? Et j'ai trouvé en la naturopathie quelque chose qui répondait, qui cochait pas mal de points. Donc j'ai décidé assez rapidement d'aller tout de suite plus loin en me formant, mais aussi en créant ma propre école. Après m'être formé dans plusieurs structures, en médecine chinoise, indienne, en phyto, en aroma, en naturo. Mais ça m'était insuffisant. Je trouvais il y avait pas assez il y avait dans des écoles trop de scientifiques ou trop de pratiques. Mais il n'y avait pas une école qui alliait les deux, et c'est ce qu'on a voulu créer ici, comme tu l'as dit, à notre centre de formation NAMNC. Assez rapidement, je me suis dit, mais c'est fabuleux ça, mais et les animaux aussi dans tout ça. Donc, on a été la première école en France à créer le cursus de naturopathie animalière. Ah, je ne Euh, savais pas, vous êtes la première école en France? c'est ça, tout à fait. Alors, je Et on sais est, que ça m'a interpellée en tout cas de voir qu'effectivement, tu avais cette double spécialité de naturo pour les humains et pour les animaux. c'est ça. Et je te donne tout de suite un exemple. Mais tu vois, par exemple, les gens qui ont des chats, ceux qui nous écoutent, eh bien, malgré, tous ceux qui ont des chats, des chiens, des animaux, eh bien, on a envie de prendre soin d'eux. Sinon, en général, hein, je dis bien pour la majeure Mm. partie des personnes qui ont des animaux avec eux au quotidien, mais on pense bien faire, mais on ne connaît pas la physiologie animale. Enfin, peu connaissent la physiologie animale. Et donner des croquettes sèches à un chat, c'est pas possible. C'est bourré de glucides quand on les choisit mal. Et donc, ça leur crée des problèmes rénaux. Mais si tu t'intéresses vite fait, même rapidement à la physiologie, tu vas vite comprendre que c'est un carnivore et du coup qu'il n'a pas besoin de glucides, mais surtout des protéines. Et donc, on va aller partir dans d'autres pratiques, tu vois, du barf ou chercher au moins des croquettes de qualité très riches en protéines. Donc, on n'est pas là pour ça ce soir, mais je trouvais passionnant de s'intéresser à la vie animale et notamment quelle eau ils boivent, qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils sont stressés, est-ce qu'ils peuvent être pollués avec des ombres. Pareil, ils dorment à côté du Wi-Fi, Linky, qu'est-ce que ça leur fait? Est-ce que ça peut leur engendrer des problèmes? Et on a mis en place cela pour les chiens, chats et chevaux aujourd'hui. C'est un petit peu le même délire que dans la médecine. Si on allait plus loin, si on commençait à s'intéresser aux brebis, aux vaches et Mm. autres, alors là, les vétos allaient nous tomber dessus. Donc, on s'arrête à cela déjà pour l'instant, mais on pourrait assez facilement s'occuper d'autres animaux également. Notre école aujourd'hui a quasiment une quinzaine d'années. Le Covid a accéléré beaucoup de choses que j'avais en tête dans mes petits papiers, dans ma trousse, dans mon cartable, hein, on dit comme on veut. Et ça m'a assez choqué qu'on délaisse les enfants, les ados et les seniors pendant cette période difficile pour tous, même les adultes, mais surtout ces jeunes et ces anciens qu'on a un peu délaissés, beaucoup même. Et j'ai voulu vraiment recréer du lien intergénérationnel, comme dans les familles italiennes, où il y a la maman, le papa qui sont là au milieu, qui participent. Et je trouve qu'on a perdu ça chez nous, et ça m'attriste souvent lors d'une tablée, quand on reçoit de la famille. Ben, ceux qui nous écoutent vont probablement pas être en désaccord total avec moi, mais tu as souvent les adultes au milieu, tu as les enfants au bout de table d'un côté, les papis-mamies d'autre bout de table, on n'interagit plus entre nous. Il y a comme s'il y avait que les adultes intéressants à raconter des choses parfois intéressantes et parfois pas uniquement. T'as des enfants au début à qui on impose de rester à table bêtement, puis ils s'ennuient, ils ont qu'une envie d'aller s'amuser. T'as papy, mamie qui essaie de suivre la conversation, puis au bout d'un moment, il pique du nez, donc il va finir dans le canapé, et puis on n'aura pas échangé beaucoup. Et du coup, j'ai voulu recréer au sein de Mont-Sauvaudray, au domaine arc-en-ciel, recréer ce lien multigénérationnel, intergénérationnel, on dit même, en créant sur place, donc en ramenant notre école de naturopathie, qui existe depuis des années, qui est un pilier fondamental pour rapporter ce bon sens, mais vraiment créer une école primaire alternative digne de ce nom, où on a essayé de regrouper un maximum de pratiques qui ont fait leurs preuves, donc dans par exemple, notamment les outils Montessori. Moi, personnellement, je suis pas fan de toutes les pratiques Montessori, mais des outils, oui. Les pratiques freinées, Forest School, hein, donc là où ils ont 10 hectares de terrain pour Mhm. apprendre directement. Alors, je peux te dire qu'ils ont de l'avance sur tous les programmes d'éducation nationale courants, parce qu'ils apprennent en appliquant, en vivant les choses. Et puis, on est très centré sur les intelligences multiples. C'est-à-dire qu'en Occident, on cautionne beaucoup deux formes d'intelligence. C'est-à-dire que si tu veux réussir en Occident, soit tu as suivi une filière L, soit une filière S, toutes les autres cursus ne sont pas suffisamment valorisés à mon sens.
Et donc, il faut savoir que t'as quasiment une dizaine de formes d'intelligence. T'as le linguistique pour la filière L, le logico-mathématique pour la filière S, et t'en as plein d'autres. T'as l'interpersonnel, qui lui aime travailler en groupe. S'il est seul, isolé de tout stimuli, il a du mal à apprendre, il a besoin des autres, de réviser ensemble, etc. T'as l'intrapersonnel qui lui aime bien créer sa propre méthode pour y arriver. C'est-à-dire que lui, suivre un protocole, il n'y arrive pas. Il faut qu'il comprenne le tout, mais il faut qu'il fasse sa popote, et lui, il va y arriver comme ça. Ça, c'est l'intra. Après, t'as le kinesthésique, c'est le plus facile. C'est lui, il a la bougeotte tout le temps. Toi, si tu fais une visio avec lui, là, il va bouger la tête tout le temps. Ils lui font un ballon, lui, tu vois, tu le mets sur un ballon, il va bouger sur son ballon, mais il va mieux t'écouter à l'école, etc. T'as le naturaliste qui apprend mieux dans la nature, le musical qui apprend le mieux en rythme avec la musique, avec des tempos, des sons. Il y a l'existentiel qui se pose des questions sur tout et tout le temps, comment ça marche, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, etc. Et t'as des formes d'intelligence comme ça, donc quasiment une dizaine, et on s'adapte à eux. En fait, la maîtresse, elle s'épuise 10 fois moins parce que elle a un programme, elle doit suivre le programme de l'éducation nationale, mais elle va adapter les outils à chaque profil d'enfant. Elle va pas imposer une vision et à forcer à l'enfant à rester assis, à écouter, à crier pour qu'il se taise, entre guillemets, comme on a tous vécu, je pense, à l'école. Mais c'est beaucoup plus silencieux, c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus serein. Et les enfants, ils apprennent en s'amusant. Ils ont pas la pression d'apprendre et c'est eux qui demandent de venir à l'école. C'est ça qui est beau. Quand ils sont en vacances, ils sont plus tristes que quand ils sont à l'école parce que ils apprennent en s'amusant. Parce qu'on s'adapte à eux, à leur manière normale de fonctionner. Ce n'est pas une contrainte. Donc ça, on a réussi à le mettre en place dans ce lieu. Ça, c'est la première force. On a une cantine digne de ce nom, parce qu'il y a un restaurant dans le domaine, et du coup, c'est une vraie cantine, sans critiquer les cantines que moi j'ai vécues, en tout cas à l'époque. Je sais pas si je suis trop vieux, et j'ai l'impression que c'est mieux maintenant, mais C'est on est pas à dit, côté. j'ai gardé les enfants d'une amie l'autre soir qui spontanément m'ont parlé toutes les deux de leur cantine à l'école primaire et au collège, donc en me disant c'est pas bon. C'est ça. On essaie Donc d'introduire du vivant, être varié et aussi garder la notion de plaisir, bien sûr, mais en faisant redécouvrir des goûts, en les rendant jolis dans l'assiette. Et du coup, et souvent, ils mangent bien et finissent leur assiette, justement. Mais comme c'est, même quand sur le papier, on se dit, oh là là, si à la maison, ils mangeraient pas ça, et ben là, ils le mangent, entre guillemets. Et ils prennent du plaisir. Et donc ça, c'est une deuxième chose. Et le troisième point, c'est ce que je rêvais, moi, c'est recréer ce lien intergénérationnel. Donc sur place, on a des seniors. C'est pas on va voir papy, mamie une fois par mois, même si c'est des initiatives nouvelles qui sont excellentes. Sur place, là, il y a des seniors qui y vivent. Le midi, il y a un temps partagé où ils mangent ensemble, ils se servent ensemble, ils discutent ensemble. Et souvent, au début d'après-midi, c'est pas tous les jours, mais quasiment, où il y a un moment partagé avec les seniors. On appelle ça convivialité senior, où l'éducation, les instituts continuent leur programme, mais en lien avec l'éducation, avec le programme d'éducation nationale, accompagné des seniors. Et donc, les seniors aident ou participent, ou eux aussi font connaître des choses oubliées. C'est ça aujourd'hui nos seniors, c'est qu'on profite plus de tout ce savoir perdu, moi je trouve. On les néglige, on les laisse de côté un peu parce que tout est trop lent, ils sont trop lents, ils comprennent pas toute la technologie, donc bon, on les écoute, mais pas suffisamment, alors que ce sont des gens qui s'adaptent à tout. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des choses qu'on n'a pas vécues. C'est des gens de terrain, ils ont que des bons conseils et du coup on leur permet de participer. On vient pas juste les occuper, les animer comme on fait parfois dans beaucoup d'EHPAD, hein, excuse-moi, sans critique, je sais que tu connais ce monde-là. non, non, mais c'est une réalité, tout à fait. Et le plus beau cadeau qu'on leur offre, ils nous le disent toujours, c'est qu'on leur permet de partager ce qu'ils savent et ce qu'ils savent faire. Donc on leur laisse une porte pour partager leur savoir et ça ils adorent parce que tout ce qu'ils nous apprennent, ça n'a pas de prix du coup. Et donc ça c'est une autre chose sur le domaine. Donc on a créé une résidence senior. Ces seniors, ils sont indépendants, ils ont leur logement où ils peuvent manger, dormir, faire leur vie, voir le monde qu'ils veulent, voir leurs proches, leurs familles, leurs amis. Mais il y a sur le site beaucoup de choses très vivantes qui se passent. Donc il y a les enfants qui nous les dynamisent à fond, hein, qui les réveillent un peu quand ils se laissent aller. Ils participent à la vie quotidienne du domaine. Le domaine, c'est un lieu d'événementiel aussi. C'est-à-dire qu'on fait plein de choses. Un congrès, comme tu as dit. Donc les seniors, dans leur budget alloué à leur logement, tout ce qui est organisé par le domaine arc-en-ciel, ils y sont conviés gratuitement, que ce soit au congrès, aux conférences, aux formations, les moments conviviaux avec les enfants. Parce que ce que j'ai oublié de dire pour les enfants, c'est qu'il y a la force, je me permets de rajouter, désolé, hein, c'est qu'on fait venir quasiment une vingtaine d'intervenants autres que les instits. C'est-à-dire qu'on fait venir une équithérapeute,
un apithérapeute, un spécialiste vraiment régional de l'ego, c'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre les monuments de France sur un bouquin où les gamins, excuse-moi, ils en ont rien à faire à 8 ans, de savoir à quoi ressemble le Louvre, la Tour Eiffel ou quoi. Bon, ils trouvent ça joli, mais ils vont retenir que c'est joli, mais qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ou quoi. Bon, ben là, ils le construisent avec des Legos, et en le construisant, le monument, mais ils retiennent. Ils comprennent tout, parce que on raconte l'histoire de qu'est-ce qui s'y est passé, pourquoi. Ils vont dans leur imaginaire et ils le construisent, et ça y est, c'est retenu. Un professionnel en capoeira, tu vois, qui les apprend à avoir des mouvements dans l'espace, tu vois, on joue sur les intelligences multiples que je t'ai cité tout à l'heure, pour qu'ils s'adaptent à chaque événement de leur vie qu'il y aura plus tard, tu vois, que ce soit pour l'histoire, l'activité physique, la nutrition, et j'en passe. Et ces seniors en profitent aussi de tout ça. Donc c'est d'une richesse, on va dire, sans nom en tout cas, et tout sur le même site. Ces seniors profitent des 10 hectares de terrain, de forêts, de prairies, d'étangs, de rivières sur place. Et donc, on a les enfants qui les dynamisent, il y a le lieu vraiment zen, nature. Et ce qui est rassurant pour eux, c'est qu'il y a toute une partie de bons commerciaux qui vivent dans ce domaine, médical et paramédical. C'est-à-dire qu'il y a infirmières, ostéopathes, réflexologues, naturopathes, médecins. Et du coup, ils ont une porte à passer. Et si ils passent cette porte, ben, ils peuvent avoir accès à des soins médicaux et paramédicaux sur place. Donc, il y a ce côté rassurant aussi de si j'ai un problème un jour, ben, est-ce qu'on va pouvoir m'aider, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment le réel plus qu'on a réussi à mettre en place aussi dans ce domaine. Pardon, je me posais la question effectivement de leur profil. Ce sont donc des personnes qui ont un niveau d'autonomie assez conséquent, qui ne nécessitent pas d'aide de médicalisation dans leur quotidien. Ils sont suffisamment autonomes pour vivre seuls et se suffire à eux-mêmes. C'est ça. Ouais. Mais comme tu le dis, les personnes qui vont arriver, en toute sincérité, sont souvent, pas dire tout le temps, des personnes autonomes. Néanmoins, leur première question, c'est, mais si je dégénère un peu, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que je parte ou fasse quoi? Bah non. Parce que sur place, tu as des infirmières qui pourraient venir faire des soins, elles peuvent venir faire venir demain une aide à domicile, c'est leur appartement, elles font ce qu'elles veulent. Ce qui serait, deviendrait dommage, c'est le jour où elles peuvent commencer, elles peuvent plus descendre, profiter de toutes les animations, de plus voir les enfants, de plus assister aux conférences, aux événements. Bah, ça sera en toute transparence dommage pour elles parce que ça correspondrait plus au projet du lieu réellement. Et elles vont voir tout le monde s'amuser, elles pourront plus en profiter. Et là, ça serait, à mon avis, hein, mon humble avis, même si nous, on n'osera jamais leur dire, bon, il serait temps de partir, on n'est pas comme ça et c'est pas l'idée, mais c'est sûr que ce sera peut-être plus adapté à ce moment-là. Voilà, en tout cas. Oui, donc c'est beaucoup plus souple qu'un établissement classique. Alors moi, effectivement, j'ai travaillé en EHPAD, ce qu'on appelait autrefois donc les résidences autonomie, les foyers logements. Dès qu'il y avait un début de perte d'autonomie, se posait la question du maintien, effectivement, dans cette structure-là, que ce soit physique ou cognitif ou psychique. Là, tu dis non, enfin, ils peuvent continuer à vivre a priori sans qu'il y ait de changement de logement ou qu'on leur demande de partir. Et puis, tu vois, Ouais. je vais me permettre de rajouter une chose parce que, tu sais, quand on parle d'un projet, on a toujours l'impression que c'est idéal, et que tout roule. Mais Oui. non, justement. Parce que moi, je vais te dire un truc, c'est que on conclura probablement avec ça, c'est que ce qu'on a réussi à faire, j'ai eu la chance à mon jeune âge de rencontrer, sans prétention, il me semble, la crème de tous ceux qui ont réussi à nous donner espoir pendant des périodes difficiles, à nous apprendre des choses oubliées, et des gens de renom qui ont travaillé au CNRS, qui ont travaillé dans des structures très sérieuses. Et du coup, ils m'ont tous dit, mais ce que tu as fait, on l'a rêvé, on n'a jamais réussi par les contraintes administratives françaises. C'est-à-dire que réussir à faire collaborer un médecin avec un naturopathe, eh ben, je peux te dire que c'est pas facile. Réussir à faire collaborer des enfants et des seniors sur un même lieu, c'est pas facile. Et quand tu t'attaques à l'éducation nationale, alors là, je m'y attendais pas. Mais dans tout ce qu'on dit et ce qu'on va continuer de dire ce soir, bah, c'est la chose la plus difficile qu'on a rencontrée. Parce que quand tu t'occupes des enfants, alors là, t'as droit à aucune dérive. Tu dois être dans les clous et tu dois rendre des comptes tout le temps. Donc, on est surcontrôlé, mais du Et coup, oui, parce que bah, même si vous n'avez pas de contrat avec l'éducation nationale, mais par contre, vous êtes quand même effectivement supervisé, contrôlé, et comme tu dis, vous devez quand même rendre des comptes sur ce que vous faites. En même temps, on peut aussi penser que c'est ce qui prémunit d'éventuelles dérives sectaires. complètement, Bon, c'est ouais, bien, tu vois. ouais. Mais moi, je suis pour. Justement, même, ce qui est rigolo, c'est que les gens qui viennent contrôler trouvent ça génial. Ils nous le Ah, disent pas. Ils nous le disent pas directement, mais ils disent, mais ça,
mais ça devrait être ça tout le temps. Voilà, ils nous le disent pas comme ça, mais ils nous le font bien passer le mot, hein, en tout cas. Et donc, tu vois, moi, revoir quand je vois des enfants passer des bons moments avec des seniors, que les deux prennent du plaisir, mais c'est même émouvant. Et ça n'a pas de prix une fois de plus. Mais je vais te dire que le projet senior, eh ben, il est à ce jour soutenu par tous les seniors hein, qu'on rencontre, mais il est peut-être même un peu trop avant-gardiste parce que aujourd'hui, tu vois, nous, c'est une petite structure. Hein, on avait la possibilité d'avoir jusqu'à 9 logements seniors. Aujourd'hui, il y a encore un peu de place. Tout n'est pas pris, alors que je me dis, oh, bah, alors, là, 9 logements en France, bon, alors là, trouve 9 couples ou 9 seniors, bon, il n'y en a pas pour longtemps, tout le monde va se jeter dessus. Eh ben, des appels, on en a des dizaines, voire des centaines. Mais un senior valide chez lui, qui a une maison de 150 mètres carrés, on peut lui vendre du rêve en exposant tout ce que je te dis là, être en lien avec les enfants pour rester jeune, avoir un lieu nature, mais de dingue, avec tout ce qu'on veut, la forêt, de l'eau, son jardin privatif, ses poules, des animaux, avoir des événements fabuleux pour à toujours apprendre sans fin, avoir la partie médicalisée ou paramédicalisée c'est un petit village où il y a toutes les commodités en plus. T'as la presse, t'as tout, banque, resto, magasin. Tout est à taille humaine. C'est assez idyllique sur le papier. Eh ben non. Tu vois, qu'est-ce qui fait que toi, t'as ta maison, t'as 75 ans, ta maison de 150 mètres carrés. Pourquoi t'auras envie de partir dans 40 mètres carrés? Eh ben, c'est dur. Ah, donc, pour moi, eh bien, ceux qui sont venus nous rejoindre pour l'instant, ils ont compris que ils ont accepté que bah, même s'ils sont bien, en bonne santé, qu'ils sont jeunes dans leur tête, qu'ils sont encore bien droits dans leurs bottes, eh ben, ils avancent dans l'âge et ils ont décidé de venir rejoindre un lieu comme ça pour continuer d'être plus jeunes plus longtemps. Alors que aujourd'hui, quasiment, c'est 80, plus de 90% des gens qui passent de leur maison, des seniors qui passent de leur maison à un EHPAD, c'est dû à une chute. Et donc, eh ben, beaucoup attendent trop le dernier moment parce qu'on nous appelle, on dit, ah, mais c'est génial, je veux venir, mais je vais attendre encore un peu chez moi. Mais quand t'attends, si tu fais une mauvaise chute, tu pourras plus venir après parce que tu vas faire case, excuse-moi, hein, case Non, mais chez c'est bien toi comme ça que ça se à passe. EHPAD. Et tu dois savoir la durée de vie minimum dans un EHPAD pour un senior, c'était 2 ans et demi. Je sais pas si tu Oui, es d'accord avec ça, à peu oui, près, hein, oui, 3 ans, tout à voilà. fait. Oui. Et donc, je pense qu'il vaut mieux faire le choix. Je veux pas prôner, je suis moins bien placé pour faire ma pub, on va dire que je fais ma pub. Donc, mais que ce soit chez nous ou ailleurs, bah, de décider de partir pendant qu'on est encore bien, mais pas d'attendre de trop dégénérer pour rejoindre une structure qui va vous permettre d'être plus jeune plus longtemps, si je puis dire, quoi, en tout cas. Et Oui, donc, c'est tu vois, comment faire que ça s'inscrive dans un vrai projet de vie. c'est ça. Parce que l'EHPAD, pour le dire de manière générique, ça représente la déchéance, la dépendance, la fin de sa vie, le mouroir, enfin tout ce qu'il y a de plus négatif en soi. Certains font malgré tout le choix de partir en EHPAD et c'est comment effectivement le voir comme bah, un autre projet de vie pour sa vieillesse. Comment promouvoir ça en fait. Ouais. C'est ça. Et du coup, ben voilà. Et c'est pas des critiques une fois de plus. Les EHPAD, ben, t'es encore mieux placé que moi pour en parler. Mais alors, il y a les EHPAD indépendants qui ont des gros budgets. Et on sait que l'argent va aussi parfois chez des gérants un peu scrupuleux. Hein, moi, j'ose le dire. Mais il y a aussi beaucoup d'EHPAD avec des gens passionnés de leur travail, qui sont souvent exploités, qui n'ont pas le temps de s'occuper de tout le monde, mais qui rêveraient de papoter, prendre soin de l'aîné, du senior, et qui n'ont pas le temps, parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et du coup, c'est quand même bien dommage, parce que quand on a travaillé toute sa vie, cotisé toute sa vie, moi, quand je vais dans un EHPAD, je mets 2 jours à m'en remettre, hein, parce que ça vit pas là-dedans, donc c'est pas Mm. dynamique, quoi. Même s'il y a de plus en plus de belles choses qui se passent, une fois de plus. Mais je pense qu'on peut mieux faire. Il y a plein de choses sympas qui se passent et c'est bien de redire que des lieux comme ça existent en tout cas. Quels sont les points communs de ceux que tu accueilles actuellement? Est-ce que, par exemple, il y a un critère d'isolement, de solitude, sans compagnon, tu vois, une situation de veuvage? Est-ce qu'il y a des points communs qui pourraient Alors, expliquer qu'il y en a pour qui c'est plus facile de franchir le pas ou qui trouvent un réel intérêt à venir vivre sur ton site? ben, je vais te répondre assez simplement. Donc, il y a plusieurs profils quand même, on doit le Ouais. dire. Mais il est vrai qu'il y a 2 points que tu as cités, c'est la solitude quand même. Et il y a ceux qui sont en désaccord avec ce qui se passe actuellement de manière facilitante. C'est-à-dire que bah, ils ont envie d'être indépendants de leur choix de vie, de soins, et ils ont envie d'avoir leur mot à dire sur comment ils peuvent se prendre en main quand il y aura des difficultés. Et donc, c'est des personnes qui ont envie voilà, d'être autonomes quand même. Donc, tu vois, et apprendre de par eux-mêmes grâce aux formations, grâce aux choses. Et puis quand ils ont besoin de décider de par eux-mêmes d'aller
voir le médecin, d'aller voir l'infirmière, d'aller voir l'ostéopathe, le kiné, mais pas qu'on leur impose dans une structure, quoi. Voilà, du coup, faut prendre ci, madame, faut prendre ça, madame, faut manger comme ça, il y a toujours avec ça, voilà. Donc, autonome, je dirais, et indépendant. C'est leur choix. Et voilà, ceux qui ont vécu beaucoup de solitude, voilà, tout à fait. Et quel est leur retour d'expérience à ces seniors et même aux enfants que tu accueilles sur cette cohabitation assez atypique et dans ce domaine assez atypique? Alors pareil, hein, je dis avant, je n'aurais pas osé le dire, mais donc dans les forces, c'est vraiment le lien intergénérationnel, c'est que ils apprennent des uns des autres, les seniors apprennent des nouveautés qu'ils n'ont jamais connues ou peu connues par toutes ces nouvelles technologies que sont complexes pour eux, hein, pour beaucoup en tout cas, et inversement, toutes ces histoires racontées, on voit que les enfants boivent les paroles, et la manière dont les seniors racontent leur histoire de vie, de terrain, que ce soit de pratique, d'histoire ou autre, eh bien, on voit les enfants qui sont très attentifs parce qu'ils ont compris, eux, que c'était un puits de savoir sans le savoir, justement, et sont très à l'écoute. Après, le moins, faut le dire, des fois, les seniors, quand ils sont à la cantine, trouvent que c'est un peu bruyant quand même, hein, Eh voilà, oui. par exemple, voilà, faut le dire, et que, ils trouvent que ça crie un peu quand même, et puis des fois, les enfants disent, ben, il est un peu, et un peu dur. Non, mais on fait pas de bruit, quoi. Voilà. Ça, c'est le bruit, c'est le petit sujet dans des moments de convivialité. Voilà. Voilà. On n'a encore pas réglé complètement ce curseur-là. Voilà, je dirais. Ça fait combien de temps que vous l'expérimentez? Donc là, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant, hein, 2 ans. Donc le curseur commence à être pas mal. Il n'y a plus que le bruit à régler, je dirais. Et tu disais donc c'est la période Covid qui a été, comment dire, l'élément déclencheur à la réalisation de ton projet? Ou C'est ça. l'idée t'est venue à ce moment-là? Non, ça a été le déclencheur pour le mettre en œuvre? Tout à fait. Donc là, on a mis, on a fait ce premier, on a mis en place, on a réussi à mettre en place, et c'était pas facile, ce premier projet de lien intergénérationnel. Donc une école primaire, une résidence senior, et puis il y avait notre école de naturo qui a suivi le lieu, parce qu'il y a une cohérence pour l'adulte qui veut se former. Ensuite, on s'est attaqué à autre chose de très complexe aussi. Bon, j'en avais pas assez, hein. Je dois bien aimer me faire battre, ou tendre le bâton pour ça en tout cas. Eh ben, on s'est attaqué au challenge de la médecine. C'est-à-dire que, en plus, en ce moment-là, je fais déjà gaffe à ce que je vais dire, mais on a réussi à créer un institut, bon, c'est un peu pompeux le nom, Institut interdisciplinaire intégré. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est parce que comme on n'a pas le droit d'employer les mots qu'on veut en France pour parler du soin, pour parler de la médecine, pour parler de la santé, pour parler de l'éducation, eh ben, pour être dans les clous, on emploie des mots compliqués. Donc, tout le monde ne comprend pas ce qu'on veut raconter là. Donc, je vais expliquer. Donc, un institut, c'est un terme qui regroupe des différentes pratiques. Interdisciplinaire, ben, il y a plusieurs pratiques. Donc, ça peut être de la médecine, de la non-médecine, du bien-être. Et intégré, c'est-à-dire que le client ou le patient, suivant qui fait la pratique, eh bien, va être intégré à son cheminement de son problème, de sa patho, de son souci, de son accompagnement parallèle de soins, hein, par exemple. Et lui, il va être acteur principal de sa prise en charge. C'est pas quelqu'un qui va le prendre en charge et qui va faire à sa place. C'est lui qui va se prendre en charge par l'éducation qu'on va lui apporter, de bon sens, une fois de plus. Donc, dans ce lieu, on a réussi à faire collaborer la médecine et le bien-être et la santé au milieu. Parce que tu vois, la naturopathie, qu'est-ce que c'est? On n'a pas le droit de dire que c'est de la médecine, évidemment, hein, ce n'est pas de la Mmh. médecine. Mais pour un naturopathe, dire qu'on fait du bien-être, je peux te dire que les boules, elles remontent très haut, hein, voilà, en restant très poli. Et du coup, on est bien au-delà que juste du bien-être. C'est-à-dire qu'on rapporte sur le terrain que du bon sens. Si je te dis que je vais t'apprendre scientifiquement comment me manger grâce, je peux te l'expliquer chimiquement, physiologiquement, je peux t'expliquer en micronut, en nutrition, en savoir lire les étiquettes alimentaires, je vais t'apprendre vraiment à savoir être conscient de ce que tu manges. Et quand tu auras envie de manger une cochonnerie, bah, t'en seras consciente au moins. Et les cuissons, les contenants, tu vois, on va très loin dans le délire. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent des bons produits, mais ils vont cuire ça dans une casserole Tefal toute rayée avec une spatule en plastique. Et tu ouvres la boîte en alu d'une sardine oméga 3. Mais je veux dire, mais ça rien ne va là, du coup. Tu bouffes de l'alu, de la boîte en alu. T'as ta cuillère en plastique fondue avec ta machine Tefal qui est rayée. Puis tu vas dire, bah, j'ai mangé de l'oméga 3 ou j'ai mangé du label rouge, mais pareil, ça, c'est pas une critique, mais ça s'apprend, tu vois.
Et pareil, quand tu vas pas bien, bah, comment tu peux te soutenir grâce à de la phyto, à de l'aroma, à des automassages, à la respi, à comprendre ta notion de démonctoire. Qu'est-ce que c'est que la respi? Qu'est-ce que c'est la transpi? Qu'est-ce que c'est qu'une bonne urine? Qu'est-ce qu'une bonne selle? Tu vois? Alors, dire que tout ça c'est que du bien-être, c'est sûr que je suis pas en accord avec ça. Est-ce que c'est de la médecine? Non, non plus. Mais il y a quand même un entre-deux qui fait que on a réussi à faire collaborer justement la médecine avec des gens de santé et des gens de bien-être. Et donc ça, c'est unique en Europe. C'est une première. Et quelqu'un qui vient, qui a une pathologie, on reçoit beaucoup de gens qui ont des problèmes chroniques ou dégénératifs. C'est-à-dire qu'on est devenu malgré nous le naturopathe. Normalement, notre métier nous amène à être un praticien de prévention. Mais du coup, on en fait peu. Parce qu'en France, personne va venir te donner 50 balles pour apprendre à, rien que ce que je viens de te dire là, mais personne va venir apprendre auprès d'un professionnel comment faire moins de bêtises au quotidien et optimiser son état de santé. C'est pas dans les mœurs françaises en tout cas, ça, c'est plutôt asiatique, hindou, etc. Mais du coup, bah, on vient nous voir en dernier cours. J'ai vu la médecine, j'ai vu mon chirurgien, et ben, je suis foutu, qu'est-ce je peux faire? Voilà. Et du coup, nous, on se retrouve à suivre des profils comme cela très souvent et on arrive à faire de grandes choses parce qu'on ramène du bon sens au quotidien. On accompagne en plus de leurs traitements médicaux, par exemple, très souvent, et on arrive à faire des choses assez fabuleuses. Et donc là, les gens, l'idée pour conclure de ce 3I, Institut interdisciplinaire intégré, eh bien, c'est que tu viens chez nous, suivant ton niveau de problématique, on te garde avec nous 2 jours ou une semaine, hein, suivant le niveau, ou voire plus, 15 jours s'il le faut, on va à la fois te prendre en main et comprendre l'origine de ton problème. Pour y pallier tout de suite, quand tu as un problème, il y a souvent 2 manières de l'aborder dans la santé, quand même. C'est mon avis, hein, je ne me mouille. C'est déjà, t'arrêtes de te faire du mal en t'intoxiquant avec les bêtises que tu fais sans le savoir, donc on va te l'apprendre. Et de l'autre côté, bah, j'aime pas ce mot-là, il est trop simpliste, mais on va t'aider à te nettoyer de toutes tes surcharges, tu vois. Tout ce que je dis là, t'as trop d'alu, trop de pesticides, on appelle ça des xénobiotiques. Xénobiotiques. Les métaux lourds, pesticides, insecticides, additifs, par exemple, c'est des choses qui n'ont rien à faire dans ton organisme, et on va t'aider à les évacuer. Comme ça, tu vas être plus sain sur ton terrain, mais aussi on va t'apprendre, comme je l'ai dit, à arrêter d'amener des cochonneries au quotidien. On joue sur les 2 pans. Ça, c'est ce qu'on a dans l'institut. En plus, on va te rééduquer à t'apprendre à tout ça. Et on va commencer à mettre en place avec toi une cure adaptée de ce qui te ferait du bien pour te montrer un peu la ligne à suivre quand tu vas retourner chez toi de manière autonome. On veut pas que tu nous suives tout le temps, te faire raquer des tas de finances pour que tu reviennes reconsommer. On va prendre le temps, une fois pour toutes, de te remettre sur le droit chemin par l'éducation, le bon sens et te faire déjà goûter et tester des choses pour voir si tu es capable de poursuivre chez toi. Et ça, c'est vraiment unique. Et ça plaît beaucoup du coup. Dans ce cadre, une fois de plus, de nature, avec un lien vivant, voilà, de formation et d'autres. Donc ça, c'est assez important. Et on a voulu adosser ça à un pôle recherche qu'on a appelé l'INMES. Il y a des chercheurs dans notre équipe pour crédibiliser tout ce que je te dis là, parce que je sais très bien que, on va dire, mais de toute façon, c'est pas scientifique ce qu'ils nous racontent. Donc on veut vraiment essayer de prouver par les résultats que ce que je te raconte depuis tout à l'heure, ça fonctionne aussi, parce que c'est important que ça fonctionne et que ça soit prouvé. Et donc ça, c'est l'autre pan qu'on a réussi à mettre en place dans le domaine, du coup, le pôle santé et recherche. Donc, il y a des chercheurs qui vous suivent dans votre projet, qui vous soutiennent et qui... Tout à fait, tout à fait. Et du coup, on avance suivant les niveaux de recherche à prouver tout ce que je te raconte depuis tout à l'heure. L'Institut, pardon, ouais. Vas-y. C'est un lieu, comment dire, alors, je sais pas quel mot il faut employer, on y est hébergé, c'est un lieu de consultation, un lieu Voilà. Alors, de cure, enfin, quel mot est-ce qu'il faut employer? justement, si notre très cher médecin qui on collabore, tu vois, on marche sur des œufs. Notre médecin qui collabore avec nous, on n'a pas le droit de venir en tant que médecin exerçant, il vient en tant que médecin non exerçant et il ne pratique pas la médecine, il va aborder la personne de manière santé bien-être. Mais il n'aura pas le droit de lui faire une prescription, par exemple. Mais par contre, avec son œil de médecin, tu vois, il a son œil allopathique et les autres vont avoir l'œil préventif, par exemple. Et du coup, on ne fait plus qu'un. Et autour d'une même table, t'as le patient et puis t'as l'ostéo, le médecin, le naturopathe, l'énergéticien. Et tu vois, on va aborder la personne sur plusieurs plans. Le plan mécanique, le plan chimique, le plan émotionnel et le plan plus subtil, moins connu, énergétique, entre guillemets. Et quand je dis énergétique, avant qu'on me reprenne,
ça se quantifie les énergies. C'est-à-dire que les ondes Wi-Fi, Linky, iPhone, iPad, c'est connu à la géobiologie radiesthésie, c'est pas du pipeau, mais je parle pas d'énergie que certains vont considérer farfelue, et c'est pas du tout ça. Et donc, voilà un petit peu ce qu'on fait dans cet institut, justement. Et donc, la personne, elle est vraiment au centre de cela, et vraiment, elle ressort avec une boîte à outils, et elle est rechargée pour se prendre en main. Et elle aura pris conscience de tout ce qu'elle fait comme bêtise chez elle, alors qu'elle pensait bien faire, probablement. Et pour conclure, comme ça, je t'aurais fait presque le tour déjà, c'est, comme j'en avais pas assez, là, je suis en train de me calmer, tu vois, je suis en train de, peut-être que je vieillis un peu, mais on a réussi à mettre en place au sein du domaine arc-en-ciel un congrès auquel on pensait pas faire autant de bruit, quoi, disons. Le premier congrès qu'on a organisé, c'est un congrès de santé intégrative, et je l'avais même appelé de médecine intégrative. Alors là, l'ordre des médecins était pas content. T'as pris des risques. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais tu vois, on avait appelé ça congrès de médecine intégrative et de bien-être. Donc les médecins faisaient de la médecine, ceux du bien-être faisaient du bien-être. Donc on fait pas l'exercice légal de la médecine, on l'a jamais fait, on le fera jamais. Chacun doit faire ce qu'il a à faire, mais on n'a qu'une envie, c'est que tout le monde collabore pour que le client, le patient aille mieux en tout cas. Bon, on l'a changé quand même parce que ça sert à rien d'énerver tout le monde en congrès de santé intégrative. Comme ça détend tout le monde. Mais tu vois, pour avoir fait organiser ça, moi, mon dossier est monté sur le bureau de Darmanin, quoi. Ah Voilà. oui? Pour dire, mais attends, qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qu'ils font? Qui c'est celui-là? Et mais moi, jamais embêté parce que moi, j'ai fait qu'informer les gens, quoi. Enfin, j'ai invité des personnes de renom, hein, comme je t'ai cité, Madame Orion-Côte, Perron, Fouché, on va dire tous les meilleurs de leur jeu, Ril, ouais, j'en passe. Enfin, je veux dire, ils sont tous venus parce qu'ils ont cru en ce que l'on fait, tu vois, dans l'intergénérationnel, dans le soin, dans la santé, dans la prévention, dans le bien-être. Et on a organisé un premier congrès en un mois. Euh, et puis du coup, bon, si on a 200 personnes, on va être content. On avait pris un food truck, mais il s'est pointé 1500 personnes. Ah On oui. s'est fait défoncer, il n'y avait pas assez à manger, il n'y avait rien à boire. Ça va. Du coup, après, on s'est dit vraiment, ça intéresse ce qu'on fait. Et du coup, la deuxième fois, on a voulu organiser cela encore mieux. On a greffé quelques stands sympas avec des produits de qualité. Et on a monté des conférences, etc. Et on s'est retrouvé à 9000 personnes sur 2 jours, tout de suite. Et on l'a reproduit l'année dernière. Et là, on a eu entre 6000 personnes, à peu près 6 000 7 000, sous temps de pluie. C'était une autre chose. Et vraiment, là, on a fait vraiment quelque chose d'international. C'est-à-dire qu'on a eu des congressistes de tous les pays d'Europe, Suisse, Belgique, Allemagne, Lituanie, et des Canadiens aussi. On a eu le Mexique. Enfin, on a fait quelque chose de grandiose, une fois de plus. Et les gens nous font confiance pour ça. Pendant le Covid, j'avais organisé en ligne des congrès gratuits où on avait entre 22 et 25 000 personnes pour informer aussi avec tous ces gens-là que j'ai cités, hein. Et d'ailleurs, que les gens peuvent consulter sur nos chaînes, sur notre chaîne YouTube. Et ça me semble important d'informer et de continuer de faire mieux chaque année. Et du coup, eh bien, maintenant, on inspire d'autres structures qui prennent un peu le relais aussi. Donc, il y a de plus en plus de conférences qui se font en France. Il y a des centres qui essaient de monter un petit peu comme le nôtre. On se retrouve aussi, nous, à faire du consulting pour que ça, ou même, on est en train de mettre en place quelques partenariats pour que ça fasse plein de petits ce qu'on fait. Nous, on a initié un mouvement. On a prouvé que c'était possible. Et en fait, j'espère qu'on est la première structure de plein de petits domaines ou indépendants ou non qui vont émerger. Et on voit que ça bouge énormément. Et ça, c'est génial. Parce qu'il y a vraiment eu autant. Chaque année, je ne vais pas donner de faux chiffres, mais il y a de plus en plus d'écoles alternatives qui se montent. Il y a de plus en Mm. plus de structures pour seniors dignes de ce nom qui se montent. Il y a de plus en plus de pratiques alternatives. Enfin, les gens vont de plus en plus voir des pratiques alternatives. Et on voit bien qu'on arrive à une fin de cycle et il y a des choses à faire. Il faut plus avoir peur de l'administration, il faut plus avoir peur des papiers, parce qu'en France, de toute façon, avant de faire un truc, il faut faire des papiers. On ne sait pas comment faire, on est mal informé et on comprend rien. Hein. Avec une fiche d'impôt, il faut avoir fait Sciences Po en général. Euh, et du coup, mais ça existe, ça se fait. Nous, on est un exemple et il y en a plein d'autres maintenant. Donc, si tout ça vous plaît, c'est important d'aller au bout de vos rêves et pas de subir au quotidien. Et c'est possible, en fait.